Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du doc. Et non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas la même vidéo que la semaine dernière, même si on va parler effectivement de Shawn Rhoden et de son décès à l'âge de 46 ans, mais on va aborder un point bien spécifique, celui du stress et des maladies cardiaques. En effet, suite à la dernière vidéo, vous avez été très nombreux à commenter, à apprécier la vidéo et je vous en remercie. Et notamment, un des commentaires qui revient souvent, c'est que finalement, c'est peut-être pas le mode de vie du bodybuilder qui a tué Shawn Rhoden, mais véritablement le stress, notamment en rapport avec ces événements assez stressants qu'on va détailler un peu plus tard. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez vraiment. Est-ce que vous pensez que peut-être le stress est totalement responsable? Peut-être le stress a un impact, on va dire, modéré, ou bien le stress n'est pas du tout responsable et les causes sont tout autres, notamment celles qu'on a détaillées là dans la vidéo précédente. Bref, dans cette vidéo, on va réagir à Shawn Rhoden, mais surtout, on va aborder le sujet très spécifique du stress et des maladies cardiaques. Générique. Avant de commencer la vidéo, forcément, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à aller la voir. Elle concerne Shawn Rhoden qui est décédé à l'âge de 46 ans d'une crise cardiaque, un infarctus, donc une artère bouchée. Et aujourd'hui, on va pas du tout parler de ça. Je pense que j'ai assez détaillé dans la vidéo précédente, mais je voulais rebondir sur un point bien spécifique, celui du stress. Et je vais le faire parce que souvent, je trouve que vos commentaires sont très pertinents et ça me permet d'avoir des éléments assez intéressants, d'avoir vos retours et d'avoir vos questions spécifiques. Et le but de cette chaîne, c'est de vous répondre, entre guillemets, pas que je vous réponde ou je vous apporte des réponses, mais j'essaie d'avoir mon point de vue de médecin, de cardiologue et de vous partager un peu mon expérience, mon vécu, mon ressenti et surtout mes opinions qui parfois sont totalement subjectives. Et il y a pas mal de personnes qui disent finalement ces personnes-là, ces proches, ces bodybuilders sont complètement dans le déni, le stress n'a rien à voir et c'est vraiment le mode de vie lié au bodybuilding, que ce soit l'utilisation de produits interdits, que ce soit les entraînements, que ce soit les antalgiques pour les entraînements toujours plus intenses ou tout simplement tout ce qui est autour, parce que c'est un mode de vie vraiment drastique, et d'autres personnes qui disent que peut-être le stress a pu jouer. Et donc pour moi c'est un sujet qui est passionnant parce que j'ai beaucoup de choses à dire comme d'habitude. Et avant de commencer la vidéo, je vais très rapidement détailler l'histoire de Shawn Rhoden récente pour mettre les choses en perspective. Shawn Rhoden, donc c'est un Mister Olympia, c'est un bodybuilder professionnel qui a gagné le titre le plus prestigieux de la discipline, mais il a été emmêlé, on va dire, dans des histoires judiciaires récemment, et notamment, si je dis pas de bêtises, je crois une accusation de viol de la part d'une autre bodybuildeuse qui a porté plainte. Et le souci, c'est donc qu'il a eu un démêlé avec la justice, donc un procès en cours, des accusations, des charges, et surtout, il a été privé en fait par l'IFBB. Alors je dis privé parce que, à titre personnel, quand l'histoire était sortie et que l'IFBB avait décidé d'interdire Shawn Rhoden de participer, moi, ça m'a un petit peu choqué. Là, c'est le deuxième point sur lequel je vais vous demander de réagir. À titre personnel, qu'on empêche de participer une personne qui est condamnée pour agression sexuelle, viol, ça me choque absolument pas. Une fois que la justice a été faite et que les preuves ont été apportées qu'il y a eu agression sexuelle, viol ou tout ce que vous voulez. Mais finalement, pour moi, s'il y a uniquement un procès en cours et, comme on dit, présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, moi ça m'a un peu choqué qu'on interdise à un athlète de participer, en sachant que si tu interdis à un athlète de participer, c'est comme si moi tu m'empêches d'aller travailler dans mon travail, et donc ça te prive de revenus, ça te prive de sponsors, ça te prive de ta passion, ça te prive de beaucoup de choses. Et donc moi ce qui me choque, c'est pas le jugement qui à ma connaissance n'a pas été rendu, mais c'est vraiment le fait, avant que la décision de justice soit prise, c'est de pouvoir empêcher un athlète de participer. Est-ce qu'on peut interdire un athlète de participer simplement sur une accusation? Perso, moi ça me choque. Bref, donc effectivement, Shawn Rhoden a eu de gros soucis, on va dire, judiciaires, de gros soucis aussi de santé, puisqu'il avait été aussi hospitalisé déjà pour un ulcère et une anémie en fait, donc une hémorragie digestive dont on avait parlé en vidéo déjà. Donc tout ça, ce sont des événements extrêmement stressants quand sur ta vie quotidienne, tu perds tes sponsors, tu perds ton travail, tu perds ta passion, tu as beaucoup de retentissements négatifs et surtout c'est du stress chronique. C'est pas un événement stressant qui va ensuite se régler, c'est vraiment du stress chronique. Le stress, qu'est-ce que c'est? Le stress, c'est une agression à l'organisme, une agression depuis le monde extérieur, en fait, depuis l'environnement, qui va provoquer en fait une réaction.
Et ce stress, il peut être soit aigu, c'est-à-dire rapide, brutal, temporaire, soit chronique. Le stress aigu, c'est typiquement quand, par exemple, tu es dans la rue, tu es en train de marcher, tu te fais agresser. C'est un stress aigu qui t'impose une réaction qui va mettre en alerte ton corps, qui va te permettre en fait de répondre, que ce soit traditionnellement on dit c'est le fight or flight response, c'est-à-dire en gros soit tu combats, soit tu fuis. Mais en tout cas, il faut que tu aies une action, une conséquence rapide pour pouvoir t'en sortir et c'est un mécanisme de survie. Et il y a ensuite tout ce qui va être stress chronique, c'est quand il va y avoir des agressions, petites agressions bien sûr, hein. Heureusement j'espère que les gens ne se font pas agresser dans la rue tous les jours, mais des petites agressions chroniques qui, mises bout à bout, vont générer eh bien, des sécrétions, en fait, des modifications au niveau du corps, une réponse de façon moins importante mais beaucoup plus chronique. Et finalement, alors je ne vais pas dire que les hommes préhistoriques n'avaient pas de stress chronique, finalement on en sait à peu près rien, mais c'est vrai que dans le monde actuel, entre le mode de vie, la civilisation, le travail, les horaires, le métro, enfin tout ce qui va être la vie actuelle, en fait, le stress chronique, c'est véritablement un des mots on dit du 21e siècle, mais en tout cas, je pense que vous aurez compris, c'est un des mots actuels où finalement des agressions, on en a assez peu, du stress aigu, mais des petites agressions tous les jours et du stress chronique, on en a beaucoup. D'un point de vue physiologique maintenant, qu'est-ce qui se passe en réaction face au stress? Il y a tout d'abord une réponse qui est hormonale, médiée principalement par deux systèmes. C'est le système adrénergique, c'est tout ce qui va être l'adrénaline, en gros tout ce qui va booster d'un point de vue rapide, efficace. Et deuxièmement, le système sympathique, où là aussi il va y avoir différentes molécules, différentes hormones qui vont dire à l'organisme de façon très, très schématique qu'il va falloir préparer une réponse et devoir schématiquement, encore une fois, s'activer. En gros, c'est plus le moment de dormir, c'est plus le moment d'être au repos, c'est le moment de se préparer à soit affronter un danger, soit fuir. Et il y a aussi toute une modification au niveau des neurotransmetteurs, de la psychologie, parce que finalement, ça, ce sont les réactions hormonales immédiates, ce sont des réactions, on va dire, instinctive, mais il y a tout ce qui va être transformé par notre cerveau, où il y a des organes, en fait, des parties du cerveau qui vont intégrer l'environnement et qui vont modeler tout ça. Et encore une fois, j'aime bien le rappeler, c'est que finalement, l'environnement, c'est quelque chose d'objectif. Voilà, on peut dire là, il y a devant moi une feuille, un ordinateur, un micro, mais il va être perçu de façon différente par chacun. Comme on dit, il y a l'environnement objectif et le message qui est capté, il passe par une boîte noire en fait qui est la psychologie de chaque personne et qui va ensuite être intégré par le cerveau de façon différente. Pour vous donner un exemple, ça veut dire que deux événements qui pourtant sont identiques vont être vécus par différentes personnes d'une façon différente. Pour vous donner un exemple très concret, quand la maire de Paris dit voilà on baisse la limitation de vitesse de 50 à 30 km/h, moi, je vais prendre la nouvelle de façon négative. Ça va entre guillemets me stresser parce que j'utilise la voiture, parce que ça va rallonger mes temps de trajet et parce que potentiellement je vais me prendre des amendes si je me fais flasher à 33 ou 35 km/h. Alors que la même personne qui prend le métro, il va entendre la même information, donc l'environnement sera pareil, mais il n'aura pas du tout la même intégration et la même réponse parce que finalement pour lui, c'est un événement qui est totalement neutre. Donc tout ça pour dire que le même événement objectif peut être capté et perçu par deux personnes différentes comme totalement différemment. Et maintenant, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le même événement peut être perçu par la même personne en fonction de cette psychologie, encore une fois, qui varie en fonction des moments, en fonction des événements, de façon différente. Ça veut dire que la même nouvelle, on peut vous annoncer la même chose, selon votre humeur, selon ce que vous venez de vivre à l'instant, vous allez le vivre de façon différente. Par exemple, si on vous annonce une très mauvaise nouvelle qui va vous toucher de façon très personnelle, si juste après on vous annonce une nouvelle positive, par exemple, tu as gagné 1000 €, par exemple, tu as eu une promotion à ton travail, bah, cette nouvelle, en fait, vous allez en avoir finalement rien à faire parce que vous avez eu tellement une mauvaise nouvelle avant que votre filtre, il est complètement noirci et même des informations positives peuvent être vécues de façon négative. Alors qu'à l'inverse, si vous vous êtes réveillé du bon pied, que tout vous sourit, bah, toutes les nouvelles, en fait, finalement, vont être bien vécues. Donc, tout ça pour dire que le stress chronique, c'est véritablement quelque chose qui va impacter votre psychologie et changer, en fait, les neurotransmetteurs, changer tout votre fonctionnement. Tout ça pour dire, en conclusion provisoire, que le stress, qu'il soit aigu ou qu'il soit chronique, va modifier le fonctionnement du corps et donc va forcément avoir un impact sur les maladies, sur la santé et sur toutes les fonctions de l'organisme parce que bah, ça va l'impacter au plus profond. Maintenant, est-ce que le stress peut avoir un impact au niveau du cœur et des maladies cardiaques? En gros, provoquer des infarctus, des arrêts cardiaques, des arythmies, bref, tout un tas de conséquences négatives. Et finalement, est-ce que le stress peut tuer les gens comme on a envie de l'entendre? Je vais vous donner plusieurs éléments de réponse et à mon sens, le premier élément qui sera le plus marquant, c'est véritablement ce qu'on pourrait appeler comme un modèle expérimental de stress intense qui peut tuer des gens. C'est ce qu'on appelle la cardiopathie de stress.
le takotsubo. Takotsubo, c'est un terme japonais qui veut dire peau à pieuvre. C'est, pour vous illustrer très simplement, c'est des personnes qui reçoivent d'un seul coup un stress intense. Quand on dit stress intense, pour vous donner des différents éléments, c'est quand même un stress qui est violent. Notamment les personnes que j'ai eues à titre personnel, c'était des agressions, c'était une femme qui venait d'apprendre en fait que son mari l'a trompée et venait de demander le divorce parce qu'il venait de se barrer avec en gros une jeune. C'est des personnes qui ont vécu des situations familiales, des drames, en gros qui ont vécu des décès. C'est des personnes qui ont eu des accidents de voiture. En gros, c'est vraiment des choses qui sont temporaires, brutales, on va dire inattendues, et des choses qui vont aboutir à une libération massive d'hormones du stress, comme je l'ai dit juste avant. Et le souci, c'est que effectivement, ces hormones du stress, donc que ce soit l'adrénaline, le cortisol, tout ce qui va être molécules adrénergiques, eh bien, elles vont impacter directement le muscle cardiaque et vont avoir une toxicité. Ça s'appelle peau à pieuvre, juste pour revenir là-dessus, parce qu'en fait, cette toxicité, elle se manifeste par le fait que les parois du cœur, en fait, arrêtent de se contracter, et ça donne ce qu'on appelle une akinésie apicale assez large, et du coup le cœur va, alors que normalement le cœur a la forme d'une ogive, le cœur va se dilater et se ballonniser au niveau de l'apex, et en fait il va en prendre en gros la forme d'une pieuvre. Alors il faut avoir beaucoup d'imagination, je suis d'accord, mais voilà d'où vient le terme de takotsubo. Donc cette cardiopathie de stress, elle est parfois gravissime, hein. Parfois les personnes ils peuvent en mourir, hein, parce que le cœur ne se contracte plus, parce qu'ils ont une défaillance cardiaque majeure. Et ce modèle expérimental, c'est vraiment la preuve en fait que oui, le stress peut tuer, et même si c'est quelque chose heureusement de très rare et il faut vraiment un stress important, brutal, c'est vraiment quelque chose qui montre qu'en fait le stress a une toxicité directe sur le muscle cardiaque et sur les cellules cardiaques. Et maintenant, sans aller jusque dans ce cas extrême, le simple fait de se dire que à forte dose, une libération importante d'adrénaline peut engendrer eh bien, ce type de cardiopathie, ça veut dire tout simplement que l'adrénaline et toutes les molécules du stress vont avoir à moindre échelle et à des doses plus faibles en fait un impact négatif sur le cœur. Pour revenir aux infarctus, en fait le stress chronique il va agir indirectement sur de nombreux facteurs de risque, notamment le fait d'être stressé en permanence, ça va avoir comme action, encore une fois de façon modéré, mais sur un ensemble de population et sur certaines personnes plus que d'autres, ça va augmenter la tension artérielle, ça peut augmenter aussi l'inflammation chronique. Alors c'est pas une inflammation majeure, mais c'est une inflammation qui, mis bout à bout sur des mois, des années, va dégrader là aussi les artères du cœur, les différents organes, parce que l'inflammation c'est quelque chose qui véritablement est très mauvais pour le corps. Ensuite, ça peut aussi augmenter le cholestérol parce que ça altère légèrement le métabolisme, et sur le plan psychologique, c'est clairement montré que les personnes qui alors c'est pas forcément de la dépression ou de l'anxiété, mais véritablement le fonctionnement et la psychologie, le type de personnalité, c'est associé à une survenue plus élevée de maladies cardiaques. Donc indirectement, oui, le stress chronique peut favoriser la survenue de maladies artérielles et donc d'infarctus. D'un point de vue plus brutal, eh bien, le simple fait d'avoir un stress aigu, là aussi un stress un peu brutal, ça peut aussi provoquer ce qu'on appelle des ruptures de plaques. En gros, vous avez des artères qui sont malades, mais pas forcément de façon très sévère. Le stress peut contribuer par l'inflammation, par les petites poussées hypertensives, à détacher eh bien, les plaques de cholestérol, à faire ensuite des caillots de sang et donc provoquer des infarctus. Donc le stress peut tout à fait eh bien, contribuer à la survenue d'infarctus. Et des fois, pour revenir sur l'exemple du takotsubo, parfois on a envie de penser que c'est un takotsubo. Je me rappelle qu'on a vu, et ça m'avait fait assez rire parce que c'était une femme de 55 ans qui là aussi venait d'apprendre que son mari lui annonçait en fait le divorce. Il lui dit voilà, je veux divorcer. Et dans ma tête, je m'étais dit bon super, elle a une douleur dans la poitrine, elle a un électrocardiogramme qui est modifié, elle a eu un stress intense, et surtout j'avais déjà eu la même chose dans le courant de plusieurs années avant. Donc je m'étais dit super, c'est un takotsubo. Et au final, on fait quand même la coronarographie pour éliminer l'infarctus, ça reste la base. Et en fait, elle avait un infarctus. Donc ça veut dire qu'en fait, l'annonce du divorce, le fait que le stress intense avait tout simplement fait rompre une plaque et provoquer un infarctus. Donc oui, le stress peut aussi provoquer des infarctus. Et c'est donc assez marrant de se dire que le stress a différents impacts, différentes formes chez différentes personnes. Autre phénomène sur le plan physiologique, c'est que tout ce qui va être système bêta-adrénergique, donc tout ce qui va être adrénaline et molécules
apparentés vont fatiguer et provoquer une usure prématurée du cœur. Ça, c'est clairement montré, notamment chez les personnes insuffisantes cardiaques, mais ça se vérifie même chez les personnes saines. C'est que plus on a une élévation chronique de l'adrénaline et de toutes les molécules du stress, et plus les cellules cardiaques en fait sont altérées. C'est ce que je vous disais pour le Takotsubo, mais à moindre échelle. Ça veut dire qu'au cours de votre vie, plus vous avez de stress et plus en fait vous endommagez votre cœur, bien sûr à moindre échelle. Mais sur le long terme, ça peut avoir un petit impact. Enfin, le stress est clairement pourvoyeur d'arythmies, c'est-à-dire de troubles du rythme cardiaque, qui sont parfois graves, avec notamment parfois le décès, l'arrêt cardiaque, parce que tout simplement les molécules du stress, que ce soit adrénaline et molécules apparentées, vont abaisser le seuil d'excitabilité des cellules cardiaques, en fait, c'est-à-dire le seuil électrique, et plus le seuil est abaissé, et plus elles sont capables de générer en fait des influx électriques anormaux. Et pour vous citer un exemple malheureusement de ma pratique, mais il y a ce qu'on appelle en cardiologie les orages rythmiques. L'orage rythmique, ça veut dire en gros, c'est très schématique, mais rythmique, c'est l'électricité du cœur, et l'orage parce qu'on n'arrive pas à réguler, et il y a régulièrement donc des éclairs. Les éclairs, ce sont les troubles du rythme incessants, et en pratique, c'est des patients qui vont faire arrêt cardiaque sur arrêt cardiaque. Dans le cas où ils ont déjà un défibrillateur implantable, et notamment pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà fait 2 vidéos dessus que je vous invite à aller voir, et donc ce défibrillateur implantable, il détecte les troubles du rythme, et il envoie un choc électrique en fait interne dès qu'il y a ce trouble du rythme qui ne cède pas. Le souci, c'est que parfois les gens restent conscients et ils reçoivent un choc, un deuxième choc, un troisième choc, et en fait c'est extrêmement traumatisant pour les patients parce que ça fait mal, parce que c'est désagréable, et surtout parce qu'ils ressentent en fait une sensation, on va dire, de mort imminente. Quand le cœur fait des troubles du rythme graves, parfois c'est très mal ressenti. Et le souci, c'est que du coup ça fait un cercle vicieux. Les patients sont de plus en plus stressés, ils attendent le prochain choc, et plus ils sont stressés et plus ils font des troubles du rythme. Et donc une des bases en fait pour casser ce cercle, c'est de mettre des médicaments pour faire ce qu'on appelle de l'anxiolyse, de la sédation, pour justement diminuer cette composante du stress et permettre aux cellules cardiaques de se relaxer un petit peu et d'arrêter de faire des troubles du rythme. Donc ça, c'est pour l'anecdote malheureuse, mais c'est vrai que dans la culture populaire, je pense que c'est pour ça qu'on dit attention chez les personnes cardiaques, il ne faut pas avoir d'événements stressants, il ne faut pas faire peur, il ne faut pas monter dans les montagnes russes, parce que effectivement le stress chez des personnes qui ont un cœur prédisposé ou un cœur fragile, ça peut générer en fait des troubles du rythme et donc conduire au décès. C'est pour ça qu'on a l'image de la personne qui apprend une mauvaise nouvelle ou chez qui on fait peur et d'un coup elle s'arrête, elle tombe par terre et elle est décédée. Bon, c'est un peu schématique, heureusement dans la vraie vie ça se passe pas comme ça, mais dans l'idée c'est quand même quelque chose qui est réel. Donc pour répondre à la question, oui, le stress peut clairement engendrer des problèmes cardiaques et peut clairement tuer les gens. Alors pour Shawn Rhoden, j'ai aucune idée de savoir si c'est le stress ou si c'est son mode de vie. Personnellement, je pense que la réponse de toute façon n'est pas très intéressante, mais c'est juste pour apporter un complément de réponse. Et oui, clairement, si vous êtes stressé au long cours, vous êtes plus à risque d'avoir des problèmes cardiaques. Donc tout l'intérêt d'essayer de diminuer son stress au maximum. Alors en pratique, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais pour vous donner 3 petites pistes de réponse, et pareil, vous pouvez partager vos astuces en commentaire, mais vous pouvez faire de la méditation pour essayer de vous relaxer un petit peu, donc de toutes les techniques de relaxation. Vous pouvez aussi avoir des approches comportementales pour essayer de modifier votre perception des éléments. On ne peut pas changer les éléments, mais on peut changer, ou en tout cas essayer de changer la façon dont on les perçoit pour essayer éventuellement de les accepter ou de faire qu'ils nous touchent un petit peu moins que ce qu'ils auraient fait avant. Et enfin, de changer son mode de vie pour essayer de diminuer toutes les sources de stress externes. Là aussi, plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, c'est un peu les 3 volets sur lesquels vous pouvez jouer. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo parce que clairement, ça permet de soutenir la chaîne et surtout, ça me fait plaisir. Et si vous me faites plaisir, vous allez diminuer mon stress et vous allez me permettre de vivre plus vieux et en bonne santé. Et ça, je pense que c'est capital, c'est plus important que tout le reste. Bref, retrouvez-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.